Soyez bienvenus à International. Toute l'équipe est heureuse de vous accueillir, de vous retrouver pour ce numéro que nous allons encore consacrer à l'actualité internationale et une actualité dramatique autour du fait de terrorisme. Notre invité aujourd'hui est peut-être quelqu'un que vous ne connaissez pas, Gilles de Kerchove. Merci d'être avec nous. Vous êtes ce qu'il est convenu d'appeler un haut fonctionnaire européen. Quand je dis que vous n'étiez peut-être pas le plus connu auprès du grand public, malheureusement, cette notoriété est amenée peut-être à se développer, puisqu'il faut rappeler que vous êtes coordinateur européen de la lutte contre le terrorisme. Est-ce que la réponse actuelle de ce que l'on voit en France, en Allemagne, en Belgique, d'où vous venez, en Grèce, est-ce que la réponse est européenne ou bien est-ce que chaque État, au fond, traite, son terrorisme sans rien déléguer à cette Union européenne ? Je vais commencer par rappeler quelque chose qui est important de rappeler pour qu'il n'y ait pas de malentendus. Les États sont les premiers responsables de la lutte contre le terrorisme. Et en dépit du fait que le traité de Lisbonne a profondément changé les choses et a fait de la sécurité intérieure une compétence partagée entre l'Union européenne et les États restent, je dirais, responsables à plus de 90%. Et donc, l'Union européenne essaye d'aider les États à être plus efficaces. Donc, nous agissons plus en support qu'en première ligne. Vous conseillez les États, vous coordonnez l'action, mais vous ne prenez pas de décision. Si. Je pense que le rôle de l'Union, c'est notamment de créer des cadres juridiques pour améliorer la manière dont les États coopèrent. C'est de mettre en place des agences. On a maintenant 3 ou 4 agences, je pense à Europol, Eurojust, Frontex, je pourrais en parler, qui peuvent jouer un rôle très important et même opérationnel. Alors, nous allons conduire cette émission avec Sophie Malibaud, journaliste de Radio France Internationale, et Jacques Follereau, mon confrère du Monde, spécialiste du terrorisme et du renseignement. Avant de vous poser des questions, revenons sur l'actualité de ces derniers jours, et notamment ce qui se passait en France, une journée historique. C'était il y a donc tout juste une semaine. Des millions de personnes contre le terrorisme partout en France, plus une cinquantaine de chefs d'État et de gouvernement défilant à Paris, capitale du monde. État d'alerte maximal. La France est en guerre contre le djihadisme. Sur son propre territoire, 10 500 soldats déployés, plus qu'à l'étranger. Face au choc des attentats, c'est l'union sacrée. Dans l'urgence, le gouvernement annonce un train de mesures. À une situation exceptionnelle, doivent répondre des mesures exceptionnelles. Mais je le dis aussi avec la même force, jamais des mesures d'exception qui dérogeraient aux principes du droit et des valeurs. La réponse, c'est plus de moyens pour le renseignement intérieur, la création d'un fichier de personnes condamnées pour terrorisme ou encore l'isolement des djihadistes dans les prisons pour enrayer la radicalisation en milieu carcéral. Ce fut le cas de plusieurs terroristes français, de Mohamed Merah à Ahmed Koulibaly. Mais les profils sont de plus en plus diversifiés. Entre 3 et 5 000 Européens sont partis faire le djihad. La détection et la surveillance de ces combattants étrangers s'imposent, surtout en cas de retour, d'où l'impératif du transfert des données des passagers aériens, bloqués jusqu'à présent par le Parlement européen. Contre ces djihadistes, l'Europe avance en ordre dispersé, retrait de passeport au Royaume-Uni, de papiers d'identité en Allemagne, voire d'échéance de la nationalité en Belgique. Chaque pays élabore sa propre parade qui n'est jamais sans faille. Le ministre de l'Intérieur français en veut pour exemple l'arrestation à Marseille de Mehdi Nemmouche, le tueur du musée juif de Bruxelles en mai dernier. La coopération internationale est une condition essentielle de l'efficacité pour réussir la lutte contre ces terroristes mobiles, exploitant avec cynisme et perversité les atouts de nos démocraties qui ont construit un droit de tolérance et de liberté dont ils n'ont que faire. Au cœur de ce débat, la libre circulation des personnes en Europe, dans l'espace Schengen utilisé par les djihadistes à destination de l'organisation État islamique en Syrie et en Irak. La lutte contre le terrorisme pose donc un défi aux démocraties, notamment sur la question de l'accès aux données privées sur Internet. Car à l'heure du cyber-djihadisme, les réseaux sociaux sont devenus un outil de propagande et de recrutement d'une redoutable efficacité. Peut-être un mot avant les questions de Sophie et de Jacques. Est-ce qu'il faut admettre que nous allons devoir sacrifier des libertés en Europe pour avoir plus de sécurité ? Je ne le pense pas. Et je pense qu'il est tout à fait possible d'avoir les deux. En construisant dans les mécanismes, par exemple quand on collecte des données sur les personnes, des protections.
c'est-à-dire d'assortir la violation de la vie privée de sanctions fortes, mais aussi de ce qu'on appelle le privacy by design, c'est-à-dire de construire dans le système des mécanismes qui assurent une stricte étanchéité, que seules les personnes autorisées puissent avoir accès, et dans des conditions très strictes. Sophie Malibaud, RFI. D'où vient justement pour le moment la réticence des Européens au niveau du Parlement, par exemple pour le partage des fichiers de données des passagers aériens? Alors, je pense que c'est d'abord dans une commission du Parlement européen qui est spécialisée sur les questions de sécurité et de justice, où il y a une assez grande sensibilité à l'égard de ces questions, surtout la protection de la vie privée. Il faut voir qu'en Europe, d'une certaine manière, il y a des sensibilités différentes qui tiennent à l'histoire. En grande partie, je pense que l'Holocauste doit en grande partie à la systématicité avec laquelle les autorités collectaient les noms, et en l'espèce les noms des Juifs, qui a aussi le passé à l'est de l'Europe des agences comme la Stasi, la Securitat, qui fait que après la chute du mur de Berlin et après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, ces pays se sont dotés de législations très fortes et ont une sensibilité puissante. Peut-être plus sensible que dans mon pays, la Belgique ou en France, où on a beaucoup, on attache beaucoup d'importance au respect de la vie privée, mais c'est peut-être moins sensible. Et ceci se traduit dans des revendications fortes du Parlement européen. Mais plus récemment, il y a quand même aussi une profonde divergence, on va dire une différence culturelle entre un pays comme les États-Unis et l'Europe sur la notion de contrôle. C'est-à-dire que personne ne dénie aux États de se doter d'outils de contrôle pour se défendre contre une menace, mais ce qu'il faut, c'est l'assortir d'un contrôle. Et ce contrôle, en Europe, c'est son histoire, il est exercé par le juge. Or, est-ce que c'est pas ça la grande différence aussi avec les États-Unis, où c'est le tout renseignement qui domine, et en Europe, on veut bien plus de renseignements, mais il faut aussi un contrôle judiciaire. Vous avez raison. J'ajouterai un élément. Je pense qu'aux États-Unis, depuis le 11 septembre, il y a une attente des citoyens qui est peut-être excessive. Je crois qu'ils attendent du gouvernement 100% de sécurité. Je pense qu'en Europe, la résilience est plus forte, pour prendre un mot britannique, et je pense qu'on accepte qu'il n'est pas possible d'avoir 100% de sécurité. Il faut accepter une part de risque, parce que si vous voulez avoir 100% de sécurité, vous allez effectivement construire une société orwellienne où on va collecter des données à propos de tout le monde, à tout moment, et on va peut-être mettre un gendarme devant chaque personne. Pardon, le fait pour la police de disposer de ces données sur les passagers, les mouvements des passagers aériens, jusqu'à quel point ça pourrait rendre service, rendre plus efficace la lutte contre le terrorisme? Je ne vais pas entrer dans tous les détails, je voudrais juste expliquer en 2 mots de quoi il s'agit et pourquoi je pense que c'est très important. De quoi s'agit-il? C'est tout simplement de permettre aux autorités de police d'avoir accès aux données que vous donnez à une compagnie aérienne quand vous achetez un billet d'avion. Votre nom, votre prénom, votre date de naissance, adresse, numéro de téléphone, numéro de carte de visa, etc. Voire plus. Non, vous pouvez donner jusqu'à 34 informations vous concernant. Vous ne donnez pas toujours 34 informations. Si vous achetez votre billet en cash, la compagnie n'aura pas votre numéro de carte de crédit. Il y a effectivement 2 données qui sont plus sensibles. C'est les préférences alimentaires, si vous voulez manger halal, et il y a des tarifs préférentiels pour aller éventuellement à Lourdes ou aller à la Mecque. Mais c'est évidemment totalement absent de la proposition de la Commission. Donc il est clair que nous sommes très attentifs à ne conserver que des données, je dirais, relativement neutres. Bon. Pourquoi est-ce intéressant d'avoir ces données ? Parce que, en se basant sur le profil, le comportement des candidats au djihad, on peut extraire dans des centaines de milliers de passagers un petit nombre de personnes qui ont plus ou moins le profil que nous connaissons, qui est celui des candidats au djihad. Prenons un exemple simple, et ne pensez pas que ce que je dis est nécessairement les indicateurs. Si le candidat au djihad part en général, on a pu l'observer, d'un pays autre que celui de sa nationalité. Si on a pu observer qu'ils prennent en général leur billet d'avion quelques jours avant le départ plutôt que 15 jours avant. S'ils payent en cash, s'ils prennent un aller simple puisqu'on a aller-retour, vous faites tourner un algorithme qui essaye d'identifier tous ceux qui présentent ce profil-là. La conséquence, c'est quoi? C'est simplement que la police va examiner et interroger ces personnes en leur demandant quelle est la raison de leur voyage. Pas plus que cela. Alors, pourquoi est-ce important? Mais je voudrais quand même le dire. L'expérience montre que nos services ont identifié, depuis le début de cette espèce de phénomène des combattants étrangers en Syrie et en Irak, en gros 60 à 70% de ceux qui partaient avant qu'ils ne partent. C'est le travail du renseignement. Il nous manque donc 30 à 40% dont on se rend compte qu'ils sont en Syrie une fois qu'ils y sont. Parce qu'ils mettent sur Facebook, ils sont un peu narcissiques, leurs photos avec un kéfier, Kalachnikov, drapeau de Daesh.
Et il est important de faire progresser notre détection. Et le PNR est sans doute le seul moyen de cette détection. Et Monsieur de Kerkhove, il faut aussi rappeler, pour avoir une vision plus globale un peu de ces questions de liberté, sécurité, c'est que la raison pour laquelle la Commission du Parlement européen a bloqué cette proposition, l'édification et la mise en commun de données donc de personnel, des passagers, notamment transfert qui est fait vers les États-Unis. Pourquoi est-ce qu'il bloque? C'est parce qu'on s'est aperçu, notamment sur les 15 dernières années, qu'il existait de mêmes types de fichiers sur des données financières, donc c'est SWIFT, Safe Harbor, et aussi le PNR, donc les données personnelles des passagers, que tous ces milliards de données étaient transmises aux États-Unis pour un motif de lutte contre le terrorisme, et on s'est aperçu, notamment grâce à Snowden, que les États-Unis se servaient de façon très marginale de ces éléments-là dans le cadre de la lutte antiterroriste, et s'en servaient par ailleurs pour la guerre économique, pour de l'espionnage politique et la guerre d'influence. C'est pour cette raison-là. C'est pas parce que le Parlement, tout d'un coup, se dirait non, il ne faut pas lutter contre le terrorisme, mais il faut être aussi équilibré dans la conception et la gestion de ces fichiers. Je peux vous dire combien je trouve l'attitude du Parlement. Je le respecte, nous sommes en démocratie, c'est eux qui sont élus, et donc je dois être très modeste, et je respecte tout à fait leur point de vue. Je trouve qu'il y a un petit peu de paradoxe dans l'attitude. Je vais vous dire pourquoi. Nous donnons nos données aux Américains, aux Australiens et aux Canadiens. Il serait paradoxal que nous ne demandions pas aux Australiens, aux Canadiens et aux Américains leurs données. Premier élément. Deuxième élément... Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Hein. C'est pour ça qu'on a besoin d'un PNR, justement. Ouais. Deuxième élément de paradoxe, c'est que l'expérience montre que quand l'Europe légifère, elle est plus protectrice que les législations nationales. Or, pour le moment, il y a 15 États qui sont en train de se doter d'un PNR national. Et donc, nous aurons 15 niveaux de protection différents. Nous aurons un système qui est moins efficace, puisqu'il ne couvrira pas les 28 États membres, mais simplement 15. Et donc, ne pas se doter d'un PNR européen, c'est se condamner à être moins efficace et moins protecteur. Et le troisième paradoxe, et moi qui me préoccupe beaucoup plus, la Commission et le Parlement européen, ce sont sans doute les deux institutions les plus supranationales, celles qui poussent le plus à l'intégration. Mais vous savez ce qui va se passer s'il n'y a pas de PNR européen? Il se fera de manière intergouvernementale, en dehors de l'institution de l'Union européenne, mais il se fera quand même. Et donc on aura moins d'Europe. Et donc tout ça est, pour moi, très paradoxal. Mais pour convaincre les plus réticents, qu'est-ce que vous mettez en avant comme garde-fou pour éviter ce type d'abus dont parlait Jacques Folloroy? Je peux vous dire que si vous regardez... l'utilisation des données à d'autres fins. Non. Si vous regardez la proposition de la Commission européenne, et vous pouvez faire confiance à la Commission européenne d'être très attachée aux droits et libertés. Ils ont une batterie de juristes qui vérifient toujours la compatibilité des projets de législation qu'elle dépose avec la Charte des droits fondamentaux. Donc le texte de la Commission, le texte initial, est un texte très protecteur. Il n'y a pas les données sur les préférences alimentaires, etc. Le Conseil a été évidemment attentif. Vous savez que pour avoir un accord de 28 États membres, notamment avec ceux que j'ai évoqués tout à l'heure, qui ont aussi cette préoccupation, les ministres de l'Intérieur ne sont pas tout à fait des fachos qui ne se soucient pas des libertés individuelles. Donc le texte que le Conseil a adopté est un texte qui est déjà protecteur. Mais le Parlement, en fait, cherche à faire des deals et voudrait subordonner son accord de commencer la négociation sur le PNR à l'adoption d'autres législations, et notamment une directive sur la protection des données. Il y a quand même un vrai paradoxe qui amène presque à de la confusion, c'est-à-dire que dans le petit reportage qu'on a vu en introduction, on a vu Manuel Valls, Premier ministre français, donc intervenir devant l'Assemblée. Alors le passage n'a pas été reproduit, mais à un moment donné, il a tapé sur l'Europe, en disant que l'Europe freinait la lutte antiterroriste à cause donc, de la non-adoption du PNR. Il a fait allusion également au manque de soutien financier, budgétaire de l'Europe pour des actions liées à la lutte antiterroriste au Sahel menées par la France. On a l'impression que d'un côté, les États membres qui sont l'Europe reproche justement à cette même Europe de ne pas jouer le jeu, alors qu'on est confronté à une menace transnationale, et en même temps, ces mêmes États membres considèrent que le renseignement, c'est de la souveraineté nationale, que les frontières, c'est leur affaire, etc., etc. Schizophrénie, alors. Alors, moi, je n'ai pas compris ça comme ça. D'abord, je peux vous dire, parce que j'ai eu l'occasion de travailler avec Manuel Valls quand il était ministre de l'Intérieur, il était très européen, il le reste, il était très actif pour construire justement l'Europe de la sécurité. On a constitué, à l'initiative de Manuel Valls et de la ministre belge de l'Intérieur à l'époque, un groupe de 9 États, les États les plus
confrontés à ce phénomène des combattants étrangers pour essayer de donner du dynamisme à la construction européenne. Donc je pense qu'il n'y a pas de doute à cet égard. Monsieur de Guercaux, le message de Manuel Valls, c'était pas contre l'Europe, c'était un message à destination du Parlement européen. Sur le Sahel, là, si je puis me permettre, là j'ai un petit motif une petite nuance à apporter par rapport à ce que vous dites. Effectivement, nous n'avons pas une armée que nous avons pu déployer dans le Sahel, et on se réjouit beaucoup de l'opération Serval. La France l'a fait, oui. La France l'a fait pour le bénéfice de tous, je suis tout à fait de cet avis aussi, mais l'Europe a joué sa partition. Nous avons toute une action sécurité et développement, avec des centaines de millions, voire des milliards en support de la sécurité et du développement, et puis nous avons 3 missions déployées sur le terrain, 2 au Mali, une pour soutenir et reconstruire l'armée malienne, une pour soutenir et reconstruire la police et la justice, et nous en avons une au Niger et enfin une en Libye. Je pense que l'Europe joue son rôle. Sophie Malibaud. Pour revenir aux luttes européennes antiterroristes, est-ce que ce n'est pas le manque de confiance entre les pays qui empêche une mise en commun, un meilleur partage des informations ? C'est un très long processus. J'ai l'habitude de dire, regardez les États-Unis, c'est un État fédéral. L'Union européenne n'est pas un État fédéral. Il a fallu plus de 30 ans à Edgar Hoover pour imposer le FBI aux polices des États. Regardez tous ces films américains, on voit les fédéraux arriver avec leurs plaques. Ça a mis du temps. Moi, je suis depuis 20 ans dans ce domaine. J'essaie d'apporter ma contribution à la construction de l'Europe de la sécurité intérieure. On a franchi des étapes qui sont assez remarquables. Après le 11 septembre, on a adopté le mandat d'arrêt européen. Vous savez, vous le connaissez bien, Rachid Ramda, je pense que c'était un des complices des attentats de Port-Royal en 1995. Il a fallu 10 ans pour l'extrader de Londres à Paris. Rendez-vous compte. Quand on a eu le mandat d'arrêt européen, on a pu transférer de Rome à Londres un des auteurs de l'attentat de Londres, plutôt. 42 jours. C'est quand même assez remarquable. Donc, on construit des cadres de coopération, et évidemment que ça prend du temps. Il y a encore des maillons faibles. C'est pas une question de maillon faible, c'est essayer de construire une confiance suffisante pour que les opérateurs sur le terrain, les services de renseignement, les polices, les magistrats, utilisent les instruments existants, Europol, Eurojust, etc. Vous pensez qu'il faudra combien de temps pour avoir un FBI européen ? En l'état actuel des textes, un FBI ne paraît pas possible, encore moins ce que M. Renzi a souhaité, c'est-à-dire une CIA européenne, puisque le traité de Lisbonne contient une exclusivité de compétences pour les États en matière de renseignement. Donc ce qui est contradictoire avec juste ce que vous avez dit avant, en parlant de dynamisme au sein d'un petit groupe d'États membres concernés par ces problèmes de terrorisme. Ils inscrivent noir sur blanc dans le traité de Lisbonne que pas touche au renseignement national, et en même temps ils disent oui, il faut qu'on se parle davantage ensemble, etc. Donc... Les États échangent beaucoup entre services de renseignement, mais ils le font, c'est leur tradition, leur mode opératoire, de manière bilatérale ou ce qu'ils appellent bimulti, en petits groupes. Peut-être peuvent-ils faire plus, notamment avec des bases de données. Et une des avancées que j'attends du sommet qui se tiendra le 12 février, qui a été convoqué par le nouveau président du Conseil européen, M. Tusk, c'est d'essayer d'encourager nos services de renseignement à utiliser Europol, à des fins de partage d'informations. Ça ne veut pas dire créer une agence européenne, c'est déjà faire un pas vers une plus grande multilatéralisation de l'échange du renseignement. Est-ce que vous pensez que finalement, ces questions de violence terroriste, est-ce que ça ne pourrait pas accélérer l'intégration européenne finalement ? Malheureusement, l'Europe de la sécurité intérieure a franchi chaque fois des étapes importantes parce qu'il y a eu des attentats terroristes. Ça a commencé avec les attentats de Munich, qui a conduit à la mise sur pied de ce qu'on appelle Trévi, la coopération policière. Et puis, à chaque étape, on a fait des pas. Malheureusement, c'est le cas, oui. Gilles de Kerchove, nous vous recevons dans l'International. Dans un instant, nous allons faire une pause d'actualité. Je pense aux auditeurs ou téléspectateurs qui vous suivent ou vous écoutent. On a le sentiment que, au fond, l'échelle du temps de l'Europe, c'est extrêmement long. On se dit le temps qu'ils se mettent d'accord, alors que tel ou tel ministre ou Premier ministre monte à la tribune, il annonce des mesures. L'Europe n'est pas structurellement impuissante à prendre des mesures contre le terrorisme ? Je ne le pense pas. Je répète que nous sommes en soutien de l'action des États. Mais nous pouvons mobiliser des actions de politique étrangère, de coopération au développement, des actions à l'intérieur juridique, des cadres juridiques, mettre en place des instruments et des financements. Je pense que c'est évidemment des choses qui ne se décident pas du jour au lendemain. Il faut mettre 28 États d'accord, mais je pense que c'est une machine qui avance. Gilles de Kerchove, nous vous retrouvons dans 2 minutes, le temps de faire un point sur l'actualité. Nous avons encore beaucoup de questions à poser au coordinateur européen de la lutte contre le terrorisme que vous êtes. À tout de suite.
Retour à international, nous recevons Gilles de Kerkhoff, le coordinateur européen de la lutte contre le terrorisme, émission que nous réalisons donc avec Sophie Maïbo de RFI et Jacques Follereau du Monde. Sophie qui vous pose la première question, retour sur cette actualité précisément. Oui, alors sur les vagues d'arrestations qui viennent de se produire, notamment la semaine passée en Belgique, est-ce que vous diriez que les Belges ont réussi là où les Français ont échoué cette fois-ci, puisqu'ils sont intervenus, ils ont fait des interpellations avant que se produise l'attentat, alors que malheureusement, en France, il y a eu quand même 17 morts, dont 12 à Charlie Hebdo. Je ne dirais certainement pas ça, parce que tout ceci est extrêmement complexe. En l'espèce, à Verviers, d'après ce que je comprends du dossier, mais je n'ai pas encore tous les éléments, c'est une cellule qui était surveillée depuis un petit temps. Ils sont arrivés à la conclusion qu'il était -1. Je pense que c'était même la veille du passage à l'acte. Et donc, moi, j'ai effectivement salué, mais ça ne veut pas dire que de manière indirecte, je suggérais quoi que ce soit. Au contraire, je pense que le dispositif français est un dispositif excellent. Oui, mais de fait, quels sont les éléments d'explication? Pourquoi on en est arrivé à laisser faire en France, à laisser les attentats se produire? Pour préciser la question de ma consoeur, est-ce que vous n'avez pas l'impression néanmoins que ces dernières années, en gros depuis 2011, depuis le début de la crise syrienne, les services de renseignement et policiers européens, et notamment français, n'ont pas mis en fait toute leur énergie, leur attention, le paquet, simplement sur ces filières-là. Parce qu'on voit bien que ceux qui sont passés à l'acte en France ces derniers jours sont des gens qui ne sont pas allés en Syrie, ce sont des gens qu'on considère plutôt comme des anciens du djihad. Est-ce qu'il n'y a pas un problème de priorité, d'analyse aussi du renseignement et de la menace? C'est ce que j'ai lu, qu'on avait peut-être on s'était trop concentré sur ce phénomène de combattants en Syrie et qu'on avait un peu abandonné la dernière génération, celle qui était allée en Irak dans les années 2003, etc. Moi, je pense que ce n'est sans doute pas le cas. Je pense que nos services sont tendus et leurs ressources sont tout de même limitées. Il y a sans doute... Je ne connais pas tous les détails non plus de ce qui s'est passé en France, et je n'aime pas tellement donner mon avis sur les situations nationales, parce que je n'ai pas tous les éléments, et ce n'est pas mon rôle. Mon rôle, c'est de faire plutôt progresser les coordinations au plan européen, plutôt que d'aller poser un jugement sur ce que font les États. Je dis simplement, ici, en l'espèce à Verviers, c'est semble-t-il des gens qui revenaient de Syrie, et donc, sans doute qu'ils étaient effectivement, pour reprendre votre question, sous le radar, et que le radar les avait détectés, alors que les frères Kouachi, manifestement, n'étaient plus suivis. Il y avait une interruption des interceptions de sécurité. C'est pas le risque qu'il y a aussi à avoir un afflux de renseignements, finalement un trop-plein de renseignements, et une mauvaise analyse d'un afflux de données? Mais c'est effectivement le défi auquel sont confrontés les États. Et quand on voit ce phénomène des combattants étrangers, ça va être un énorme défi de surveiller ces gens au retour. On ne pourra pas, et je ne le souhaite pas d'ailleurs, je l'ai dit souvent, traduire en justice tous ceux qui reviennent, simplement parce que ce serait une profonde erreur. Tous ne devraient pas être amenés à un procès pénal et ensuite en prison, parce qu'on sait combien la prison est un accélérateur de radicalisation, et ceux dont on n'aura pas les preuves, parce que ces preuves sont difficiles à collecter, il va falloir les surveiller, et ce sera, je pense, un énorme défi pour les services de renseignement. Est-ce que derrière votre réponse, il y a aussi cette idée que les États européens, et notamment la France, ne sont pas confrontés simplement à une menace extérieure, qui viendrait de la Syrie, de l'Irak ou d'ailleurs, mais qui sont aussi, voire peut-être avant tout, confrontés à une menace de l'intérieur. C'est-à-dire que c'est une affaire française. Bien sûr. Et donc, qui appelle pas simplement le djihadisme, mais qui appelle aussi des fractures très profondes qui existent au sein de la société française. Mais pas simplement en France, en Belgique également, dans un certain nombre de pays européens. Quelles sont ces fractures alors? Mais je voulais dire qu'il y a au fond une menace terroriste qui est devenue beaucoup plus complexe qu'elle ne l'était au lendemain du 11 septembre, où on était confronté à une espèce d'organisation Al-Qaïda qui était un peu structurée comme une multinationale. Et quand vous identifiez bien votre ennemi, d'une certaine manière, c'est un petit peu plus simple, d'une certaine manière. Mais ici, nous avons au fond trois sources. Nous avons des personnes qui ne sont pas allées à l'étranger, qui se sont radicalisées en contact avec un prêcheur radical ou parce qu'elles ont sur Internet trouvé des raisons de se radicaliser, ou en prison, parce que ce sont des délinquants de droit commun, première catégorie, et ne sont pas en lien du tout avec une organisation, Daesh ou Al-Qaïda. Il y a la deuxième catégorie de ces combattants étrangers, et la troisième, c'est peut-être des gens directement envoyés par Daesh ou Al-Qaïda pour commettre des attentats en Europe. Parce qu'il y a cette
compétition de plus en plus intense entre Daesh et Al-Qaïda. Et pour répondre alors maintenant à votre question, effectivement, tout montre qu'il y a tout de même une grande partie de gens qui sont en désespérance sociale, décrochage scolaire, décrochage familial, décrochage professionnel. Et donc vulnérable à la propagande. Question d'identité, et qui trouve sans doute ce qu'un professeur appelle l'identité négative, et qui trouve dans cette distorsion de l'islam une espèce de manière de regagner l'estime d'eux-mêmes, de se réaffirmer. Et comme Mera, qui mettait une caméra GoPro sur son arme, essaie d'avoir une espèce de reconnaissance mondiale. Alors, autre interrogation, on a parlé donc des listes des passagers dans les avions. Est-ce que l'Europe doit temporairement renoncer à la libre circulation? Vous avez entendu des voix de certains politiques disant, mais au fond, c'est une Europe passoire, Schengen, diabolisée. Est-ce qu'il faut s'attendre à des contrôles intérieurs à cet espace, ou est-ce qu'au moins les frontières extérieures de Schengen soient renforcées? Je trouve que c'est un très mauvais procès. D'abord, je trouve que ce serait une profonde erreur, en tout cas moi je ne le souhaite pas, et je pense qu'une très grande majorité d'Européens ne le souhaite pas, de rétablir les contrôles aux frontières intérieures. C'est au fond un des plus belles avancées de la construction européenne. En revanche, ce qu'il faut faire, c'est améliorer le dispositif aux frontières extérieures. Frontex. Et comme j'ai dit, d'une manière un peu ramassée, Schengen n'est pas un problème. Schengen est la solution. Parce que qu'est-ce que c'est que Schengen? Schengen, c'est un travail qu'on a commencé en 1985 et qui consiste à prendre toutes les mesures que nous avons appelées compensatoires pour compenser le déficit de sécurité qui peut provenir de l'absence de contrôle aux frontières intérieures. Ça veut dire quoi? Travailler sur les frontières extérieures, définir une politique d'asile commune, une politique de visa commune, améliorer la coopération policière et la coopération judiciaire. Mais Gilles de Kerkhoff, il y a des frontières extérieures qui sont des passoires. On ne va pas rappeler qu'en Grèce ou ailleurs, on passe assez facilement. C'est la raison pour laquelle, notamment lors de la réunion présidée par Bernard Cazeneuve, et je salue le leadership qu'il manifeste depuis des mois pour faire avancer ces dossiers en Europe, il a été proposé, c'est à la Commission maintenant de voir si elle en fera une proposition, de prévoir un contrôle systématique à l'entrée et à la sortie des Européens lorsqu'ils passent une frontière extérieure. Et pour revenir sur les frontières extérieures, la Méditerranée, on voit ce qui se passe avec l'évolution de la politique menée par Frontex. On était dans Mare Nostrum, une opération qui visait à faire du sauvetage en mer des immigrants illégaux, et on est passé à Triton, une opération policière, et avec ce résultat que finalement les passeurs abandonnent en mer des navires hors d'état de fonctionner, avec des centaines de réfugiés potentiels à l'intérieur au péril de leur vie. Est-ce qu'on n'est pas sur une mauvaise évolution de cette politique? Mais là, vous évoquez un autre problème, qui est le problème de l'immigration illégale. Je ne voudrais pas faire l'amalgame, je pense qu'il faut être très attentif. Il y a des gens qui viennent en Europe parce qu'ils sont persécutés, parce qu'ils sont en détresse économique, et je ne voudrais pas suggérer que tous ceux qui cherchent un refuge en Europe sont des potentiels terroristes. Mais de fait, je constatais juste que l'opération était devenue policière. Oui, mais ça, je dirais, c'est pas nécessairement une question de terrorisme. La question que j'évoquais sur les franchissements des frontières extérieures, c'est pour les Européens, c'est-à-dire les citoyens qui disposent de la libre circulation. Autre chose, ce sont les ressortissants de pays tiers qui rentrent chez nous. Il peut y avoir certains d'entre eux qui ont un profil soit de délinquants, soit de terroristes, mais c'est une très fine, une infime partie de ceux qui rentrent chez nous. C'est un problème d'immigration. Donc vous pensez qu'il n'y a pas de risque que cette politique se durcisse encore ? Oui, mais c'est ouvrir l'autre débat qui est de savoir comment on gère cette immigration. Et là, il y a tout un chantier qui est aussi, suppose un plus grand investissement dans les pays d'origine, en Afrique, en termes de développement. Mais c'est pas du terrorisme, c'est une question d'immigration et de développement. Le monde. Pour poser la même question, mais de l'autre côté, c'est-à-dire, est-ce que vous n'avez pas l'impression, en tant que coordonnateur, vous avez une vision un peu d'ensemble, qu'aujourd'hui, on est en train d'essayer de monter des espèces de herses, de remparts aux frontières, même extérieures, et au détriment peut-être, ce qui serait peut-être plus efficace, d'une meilleure connaissance et analyse et expertise de l'origine de la menace. Et je prends pour exemple un truc très simple. Par exemple, en France, les plus hauts responsables du renseignement disposaient de beaucoup d'éléments sur l'État islamique avant
qu'il ne s'allie avec les anciens officiers baasistes donc de Saddam Hussein et puis les tribus sunnites, et que l'État islamique conquiert une partie du territoire irakien. C'est-à-dire que les services de renseignement, en tout cas français, j'imagine que les autres aussi, avaient les éléments, mais n'ont rien vu. Donc est-ce que, vous voyez ce que je veux dire, c'est qu'on est confronté à, finalement, on est sur un système ultra préventif qui se met en place, et ce n'est que défensif. Est-ce qu'il n'y a pas finalement une double réponse pour lutter contre cette menace, c'est d'avoir une meilleure connaissance de la menace intérieure et extérieure. Mais vous avez tout à fait raison, et c'est même plus que ça. C'est pas simplement. Nous avons parlé jusqu'ici beaucoup de la réponse des ministres de l'Intérieur, mais il y a aussi la réponse des ministres des Affaires étrangères et des ministres en charge du développement. La raison pour laquelle Mme Mogherini a décidé de mettre à l'ordre du jour de la réunion des 28 ministres des Affaires étrangères de demain la question du terrorisme. Et à cet égard, il y a effectivement beaucoup à faire. Je veux dire, ça paraît banal ce que je vais dire, mais s'impliquer plus dans la résolution des conflits en Libye, en Syrie, en Irak, nord du Nigeria, etc., comme politique étrangère, est une des manières d'essayer de tarir la source de ce terrorisme. Est-ce qu'il faut parler directement avec Bachar el-Assad et ses services de renseignement ? C'est une question qui est discutée par les ministres des Affaires étrangères. Vous en pensez quoi, vous ? Je dois dire que j'hésite. La question que je me pose, c'est que nous sommes tous partisans de traduire Bachar el-Assad devant la Cour pénale internationale, et nous sommes tous dégoûtés par sa politique. Soyons bien clairs sur cet aspect. Seulement, il n'est peut-être pas absurde de se poser la question de la justesse de la politique suivie ces 3 dernières années. Parce que qu'est-ce qui s'est passé ? Nous avons, à juste titre, souhaité le départ de M. Assad, de Bachar el-Assad. Mais qu'est-ce que nous avons après 3 ans de cette politique avec un seul objectif ? Nous avons 200 000 morts en Syrie, nous avons des millions de personnes déplacées et réfugiées, nous avons une organisation qui est devenue la plus puissante au monde, Daesh, avec 30 000 combattants, et nous avons toujours Assad. Et le risque est de se dire que si la politique reste la même et que nous ne prenons pas d'autres initiatives, le risque dans un an, c'est d'avoir 1 million de déplacés et de réfugiés en plus, 100 000 morts en plus, que Daesh passe de 30 000 à 80 000. Et toujours Bachar el-Assad. Et toujours Bachar el-Assad. Alors, je n'ai pas la solution. C'est pas ma responsabilité, c'est la responsabilité de Mme Mogherini et des 28 ministres des Affaires étrangères. Ils sont en train d'essayer de définir une politique européenne à cet égard. Sur l'Irak, je pense qu'elle est assez solide. Nous voulons aider le gouvernement de M. Abadi à être beaucoup plus ouvert à toutes les composantes de la société irakienne, notamment les sunnites, parce que vous aviez raison de dire, Daesh, au fond, c'est un agrégat de gens avec des objectifs différents. Vous avez des djihadistes pur jus, mais vous avez surtout des tribus sunnites très hostiles au gouvernement du Premier ministre précédent, Maliki, qui était très sectaire, très chiite, anti-sunnite, et puis vous avez des anciens soldats de Saddam Hussein qui avaient été mis au chômage par décision de l'ancien proconsul américain en Irak. Et donc, il y a une sorte de solidarité, mais qui est tout à fait fictive et qu'il faut casser, il faut mettre un coin dans cette... Sur la Syrie, le consensus est en train de se construire et nous soutenons très fortement l'action du représentant des Nations Unies, Staffan de Mistura, qui cherche à créer des solutions, et notamment à Alep tout de suite. Et donc, c'est en train de se construire. Est-ce qu'on peut dire, pour me poser la question plus clairement, qu'au fond, temporairement, Bachar el-Assad est un moindre mal et qu'on verra plus tard ? Est-ce que vous pensez ça ? Je ne pense pas. Je pense qu'il faut... D'abord, je m'empresse de dire que ce n'est pas ma responsabilité. Donc je suis très prudent sur cette question qui relève des ministres des Affaires étrangères et pas de moi. Ce que je pense, c'est qu'il faut maintenant essayer de voir dans quelle mesure un dialogue avec les autorités russes permettrait d'ouvrir un peu le jeu. Nous souhaitons mettre un terme à cette barbarie et il faut trouver la voie la plus adéquate pour le faire, mais je ne pense pas que c'est nécessairement en parlant au service au Moukarabat d'Assad que nous apporterons la solution. C'est beaucoup plus complexe. La voie diplomatique française pour l'instant, c'est de soutenir l'opposition de l'armée syrienne libre, c'est-à-dire qui est elle aussi en opposition avec les 2 partis qui se trouvent en étau. Vous pensez qu'on ne peut pas uniquement se concentrer sur le soutien à cette fraction-là de la population ? Il faut le faire. Il faut à la fois politiquement aider cette opposition à se structurer, parce qu'elle est très divisée, il faut avoir l'honnêteté de le dire. Il faut aussi militairement aider l'armée syrienne libre. Et il faut, je pense aussi, aider sur le terrain, là où des zones sont libérées de Daesh,
ou d'Assad, et c'est de montrer qu'on est capable de faire la différence pour éviter que Daesh ne progresse. Jacques, si vous me permettez, oui, pour revenir à un élément qu'on a abordé dans la première partie, vous rappeliez que les populations occidentales en particulier demandent un risque zéro sur le terrain du terrorisme et que, de facto, on n'était pas en mesure de leur garantir cela. Pourquoi est-ce que sur le terrorisme, et peut-être aussi un peu sur le nucléaire, les populations demandent un risque zéro, alors que si on regarde les chiffres, en termes malheureusement de dégâts humains, c'est pas la première menace contre les populations occidentales, européennes ou américaines. Bon. Je mettrai une nuance. J'ai l'impression qu'en Europe, je pense l'avoir peut-être dit tout à l'heure, on est un petit peu plus résilient. Je pense que l'attente est plus forte aux États-Unis. Et je pense que c'est donc un défi plus grand pour les autorités américaines, et c'est la raison pour laquelle ils investissent autant. Peut-être on peut penser parfois disproportionnellement. De manière disproportionnée. En revanche, en Europe, je pense qu'il faut accepter une part de risque. Et je dirais que ça dépend. C'est un choix qui dépend des parlements. Je dirais une société jeune, qui est ouverte au risque, doit accepter le risque. Et donc mettra peut-être pas tous les moyens dans la sécurité. Je pense que pourquoi c'est le cas alors qu'il n'y a pas un nombre énorme de morts, vous pourriez dire, il y a plus de morts sur la route que du terrorisme. On peut rappeler en France, par exemple, depuis le 11 septembre 2001, c'est en moyenne, ce qui est beaucoup, beaucoup trop, 3 morts par an en moyenne. Oui. Je pense parce qu'il y a un côté difficile à expliquer, mais un sentiment que y a vous allez me dire, on peut mourir d'un accident de la route de manière... C'est un accident, et donc par définition... ça fait appel à des peurs, je pense, à une angoisse collective qui Justement, se si vous me permettez peut-être d'élargir, mobilisation très forte, on a vu, internationale sur ce qui s'est passé en France, les drames, la tragédie qui s'est passée en France. On vient de voir dans le flash, notamment sur TV5, le chiffre ne sera peut-être jamais connu, Boko Haram, c'est aux alentours de 2000 morts peut-être au cours des dernières semaines. Est-ce qu'il faut se dire aussi que peut-être on a une indignation, une émotion à géométrie variable? Non, je trouve normal qu'une démocratie ait d'abord une réaction proche, je dirais, sur ce qui l'affecte directement. Mais par exemple, les jeunes filles qui ont été enlevées, elles sont toujours enlevées. Il y a eu tout de même une campagne internationale à la suite du kidnapping. Qui a débouché sur quoi ? Ah, mais je peux vous dire que la communauté, la France, je pense, a pris l'initiative de convoquer un sommet à l'Élysée. Non, c'est pas simple. Et nous mobilisons progressivement. J'ai été, moi, à titre personnel, depuis 5 ans, quelquefois, au Nigeria. J'ai essayé de tirer là aussi la sonnette d'alarme à Bruxelles pour dire qu'il est temps de se préoccuper de ce développement et qu'il faut aider le gouvernement du Nigeria parce que son approche est une approche qui n'est pas assez sophistiquée et pas assez efficace. Le Tchad envoie ses forces armées aujourd'hui. Je pense effectivement que les Nations Unies vont prendre des mesures un peu plus ambitieuses. À la place des États, parfois, il le faut. Mais il faut là maintenant une décision du Conseil de sécurité pour permettre une force internationale, comme on l'a fait en Somalie. Il faut aider l'armée nigérienne parce que ça commence à déstabiliser fortement le Cameroun, le Niger et le Tchad. Bien sûr. En attendant, en Europe, on voit des déploiements de forces vraiment impressionnants, que ce soit en France, en Belgique, une visibilité des forces de l'ordre. Quelle est l'utilité de ce dispositif au moment où les cordons de la bourse sont serrés? Est-ce qu'il n'y a pas plus à faire, par exemple, dans le domaine de l'éducation, par exemple? Est-ce qu'il n'y a pas un problème là, d'affectation des ressources, finalement? Je pense qu'il faut faire les deux, malheureusement. Je pense qu'il faut effectivement développer des politiques de prévention massivement, de prévention de la radicalisation, mais ça passe aussi par l'éducation, des cours de morale civique, d'essayer de former les imams, de structurer la religion. J'aime assez bien la formule que le président Sarkozy essayait, développer un islam d'Europe plutôt qu'un islam en Europe, essayer d'éviter que nous ayons des imams venant d'Arabie Saoudite qui viennent prêcher dans les mosquées. Donc il y a beaucoup à faire en termes de prévention, en termes d'éducation, en termes je dirais, de développement urbain. Les banlieues françaises, je pense, restent un problème de cohésion dans la société, d'accès à l'emploi. Et en même temps, je pense, si vous voyez la réaction légitime de la communauté juive, tant en France qu'en Belgique, c'est aussi rassurer, c'est le rôle des pouvoirs publics.
visiblement de rassurer, parce que ça fait partie de... Quel nom des politiques donnez-vous publiques. vous-même? Quel nom peut-on donner en Europe à cette menace? Est-ce que vous parleriez de djihadisme, de fondamentalisme islamique, ou est-ce qu'on peut avoir des périphrases en disant la menace sans la nommer? Quel nom donnez-vous à cette menace? Moi, je n'aime pas beaucoup parler d'islamisme parce qu'on voit bien que l'utilisation, l'association d'islam et de terrorisme affecte beaucoup la communauté musulmane. Et donc, souvent, j'essaie de me discipliner à parler de terrorisme lié à Al-Qaïda ou inspiré par Al-Qaïda ou par Daesh. Donc, je pense que les mots ont leur importance. Fondamentalisme, c'est un vrai sujet. On ne doit pas suggérer que le fondamentalisme conduit nécessairement au terrorisme. D'ailleurs, je lisais dans Le Monde de début janvier une expérience intéressante. Bonne lecture. Très bonne lecture, quotidienne, où des organisations à Paris utilisaient des salafistes quiétistes, donc non violents, pour aider à déconstruire la rhétorique des salafistes djihadistes. Mais ceci dit, néanmoins, j'ai à titre personnel des préoccupations de voir des prédicateurs du Golfe promouvoir le wahhabisme, notamment en Afrique, et transformant ces sociétés. Vous prenez un pays comme la Mauritanie, c'est un pays qui avait un islam soufi, malékite, très modéré, et en 20 ans, de fonds provenant du Golfe dans les écoles coraniques a profondément transformé et en a fait un État très conservateur, ce qui fait que ces derniers jours, à la suite de la publication du numéro de Charlie Hebdo, nous voyons des manifestations à Nouakchott, à Bamako, à Niamey, à Dakar, avec des morts, où on agresse des autorités françaises. Absolument. C'est préoccupant. Pour rebondir sur ce que vous venez de dire, est-ce que vous avez le sentiment personnel que ce qui s'est passé à Paris ces derniers jours, finalement, va exacerber les tensions et plus un révélateur, finalement, des fractures entre finalement, l'Occident, l'Europe et les pays musulmans, qu'une manifestation d'unité sur des valeurs importantes? L'actualité nous montre qu'il y a un problème. Et donc, il y a un énorme défi. Et c'est une question, je pense, que les ministres des Affaires étrangères vont devoir discuter demain. C'est de dire comment est-ce qu'on doit essayer d'ouvrir ce débat avec le monde musulman pour essayer d'éviter qu'il y ait ces tensions. Le Danemark avait développé des politiques intelligentes au lendemain de la publication des caricatures, parce que tout d'un coup, au plan international, le Danemark s'est retrouvé attaqué de toutes parts. Et donc, il faut s'engager plus avec l'organisation de l'État, l'organisation islamique, avec la Ligue des États arabes, pour essayer d'avoir ce débat sur la liberté d'expression. Est-ce qu'il faut aussi peut-être avoir une politique plus volontariste en matière d'aide au développement, puisqu'on le voit avec la crise, là encore, les dépenses ont été réduites et qu'au contraire, il faudrait peut-être que ces pays puissent continuer sur la voie de l'éducation. Oui, de nouveau, je ne suis pas responsable de ça, et mon opinion est qu'effectivement, j'ai beaucoup essayé de travailler il y a 5 ou 6 ans à essayer de développer une approche plus intégrée entre le développement et la sécurité. Et nous avons fait dans le Sahel, c'était la première fois dans l'Union européenne, une stratégie intégrée pour essayer de promouvoir les deux en même temps, parce qu'il n'y a pas de développement sans sécurité et inversement. Et donc il faut continuer à avoir cette action. À titre personnel, je trouve qu'on devrait être un peu plus volontariste sur la lutte contre la corruption, parce qu'elle est malheureusement immense dans certains des pays qu'on a évoqués, et que je pense qu'il faut là des progrès dans les pays qui bénéficient de notre aide, mais c'est mon point de vue personnel. Jacques Follerault. Est-ce que ça vous inquiète quand un sondage d'hier ou avant-hier en France indique que 76% des Français ne voient aucun problème à restreindre leur liberté dans le cadre justement de la réponse à la menace terroriste qui vise la France? Je pense que c'est la responsabilité des leaders politiques de montrer la voie et d'avoir une réponse sereine. J'avais l'occasion de voir hier, un peu par hasard, une interview de Robert Badinter qui rappelait que quand il a fait voter sa loi sur l'abolition de la peine de mort, il y avait sans doute une majorité qui était contre l'abolition. Il a montré du leadership et de la volonté, le sens de l'histoire. Vous trouvez que chez les politiques aujourd'hui, l'émotion prend trop de place par rapport à la raison? Non, je pense qu'ils prennent les bonnes décisions, mais je pense qu'il faut raison garder et garder un cap serein et travailler, comme nous cherchons à le faire dans l'Union européenne, à des réponses de prévention, des réponses de répression, il en faut, soyons pas naïfs, et des réponses internationales.
Gilles de Kerkhoff, merci d'avoir accepté d'être l'invité d'International. Aujourd'hui, on va peut-être rappeler en deux ou trois chiffres votre service, dont vous êtes chargé de la coordination antiterroriste. C'est quoi? 5 personnes au sein de ce grand ensemble. Peut-être vous avez plus de moyens, les Européens et les autres n'en seraient pas choqués. Un mot, il n'y a pas d'Europe de la défense, il n'y a pas d'Europe de la diplomatie, il peut y avoir une Europe de l'antiterrorisme, ça peut marcher. Ce que vous faites, vous étiez plutôt contre au moment où ça avait été créé, mais vous pensez que ça va marcher? Je pense, depuis 7 ans. Je pense, oui, ça fait 7 ans que je suis dans ces fonctions. Je pense qu'il y a une volonté de progresser qui est très nette. La réunion de Paris me laisse optimiste à 2 égards. Je vais vous dire pourquoi. La réunion présidée par Bernard Cazeneuve montre une vraie volonté politique forte, mais en même temps, la mobilisation citoyenne, même si elle crée des tensions dans le monde musulman, exprime une forte adhésion populaire pour la cohésion et les gouvernements ont besoin de soutien de population pour avancer. Merci Gilles de Kerkhoff, coordinateur de la lutte antiterroriste en Europe. Merci d'avoir accepté notre invitation. Excellente suite de programme sur les antennes de RFI et de TV5 Monde.